Alors bonjour à toutes et à tous. Alors on espère qu'il y a encore du monde qui va terminer l'apéro et qui va arriver. On vous remercie donc pour votre présence. C'est à moi que revient le grand honneur ce soir de vous présenter Madame la professeure Divina Frau-Meggs. Avant tout, je tiens à vous remercier, Madame Frau-Meggs, au nom du comité d'organisation de la CIEF, pour votre participation lors de cet événement. Je sais que le voyage fut mouvementé, mais que vous êtes là. Je crois savoir que vous étiez encore aux États-Unis il y a un peu plus de 24 heures. Donc merci beaucoup. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Madame Frau-Meggs, je vais vous présenter quelques-unes de ses multiples activités, car elles sont nombreuses. Alors vous êtes, Madame Frau-Meggs, donc professeure à l'Université Sorbonne Nouvelle, en France, titulaire de la chaire UNESCO Savoir devenir à l'ère du développement numérique durable, maîtriser les cultures de l'information. Madame Frau-Meggs est boursière Fulbright et Lavoisier, diplômée de l'Université de la Sorbonne et de l'Université de Stanford, mais aussi de l'Annenberg School for Communications. Madame Frau-Meggs est sociologue des médias, spécialiste des questions de réception et d'usage des technologies de l'information et de la communication. Et ses principaux thèmes de recherche concernent donc les contenus et les comportements à risque avec le numérique, pour ce qui est notamment des questions de violence, de pornographie, d'information, ou encore des paniques médiatiques, mais aussi tout ce qui concerne les usages des technologies, l'acculturation, l'éducation, la réglementation, l'identité, la diversité culturelle. Elle fait d'ailleurs partie aussi d'un groupe d'experts de haut niveau sur la désinformation, mais aussi du groupe d'experts sur l'éducation média et du groupe d'experts sur la désinformation et la littératie numérique. Elle est aussi experte auprès de l'UNESCO, de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres instances gouvernementales en France et dans d'autres pays. Elle dirige aussi un projet ANR Translate, vous parlerez d'autres projets aussi tout à l'heure ANR, qui réfléchit à l'épistémologie de la translittératie et questionne et observe les pratiques des jeunes en la matière et encadre la mise en œuvre du projet européen ECHO qui crée des MOOC sur les fondamentaux du numérique. Je vous invite également, par rapport à ces publications qui sont très nombreuses sur la question notamment de l'éducation média, à lire un des derniers articles qui est paru sur The Conversation, qui est intitulé « Éducation aux médias et à l'information, la généralisation et après », où justement il est question de la reconnaissance de l'éducation aux médias, notamment au niveau de la compétence qu'elle pourrait, on va dire, susciter, en tout cas qu'elle devrait être, si je peux dire. Donc, Madame Frau-Meggs, pour terminer, est tout à fait en phase avec les thématiques majeures de la CIEF aujourd'hui, et en particulier le numérique. Alors je m'arrête là, j'ai dû faire des choix pour votre parcours, qui est vraiment impressionnant, et je me joins encore à toute l'équipe de la CIEF pour vous remercier. Et je vous laisse donc la parole pour votre présentation qui s'intitule « Les métiers de l'éducation en prise au numérique, nouvelles compétences, nouvelles manières de faire ». Merci. Bonsoir à tous, ceux d'entre vous qui avez survécu à une journée chargée. Merci à toute l'équipe de la CIEF, Cécile, Farinaz, Christian, Julien, de cette invitation. On s'est rencontrés à Yverdon il y a 4 mois, et depuis on ne se quitte plus. Alors pour la prochaine fois, est-ce que je pourrais demander de parler le matin? Ok, très bien, voilà, donc ça c'était juste pour m'assurer qu'il y aura une prochaine fois. La thématique que vous suivez, les 3 fils que vous suivez, c'est des thématiques qui m'ont tout intéressé, notamment l'inclusion, mais pour faire clair, on va dire, je vais rester sur la question du numérique, ce fameux mot qu'on a tous des problèmes à définir. Et ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est franchement parler de mes dialogues actuels avec les enseignants et de mes doutes sur un certain nombre de choses, et aussi, j'espère, de certaines avancées, et partager avec vous notamment des résultats de recherche faite justement sur la position des étudiants, en gardant l'axe qui est le mien, qui est plutôt du côté de le numérique, la question de l'information. Je suis une adepte de la translittératie, c'est-à-dire de l'idée que le numérique n'existe pas. On commence bien. Le numérique est composé de 3 cultures, la culture des médias, la culture de l'information et la culture de l'informatique.
Et c'est la combinaison des trois qui donne les configurations complètement explosées et disruptives qu'on a maintenant. Voilà. Mais si on tient les trois fils, on arrive à faire de belles tresses. Et c'est cette position que j'ai en éducation aux médias et à l'information, en disant attention à ne pas négliger les trois éléments. Pendant longtemps, l'éducation aux médias, on a négligé l'informatique, et résultat, on se paye la data et les algorithmes dans les médias sociaux. Et ça donne socialement comme usage la désinformation. Ben ouais, on avait oublié un des fils. Les data influent sur les médias. Une fois qu'on a compris ça, on est dans la translittératie et tout baigne, parce qu'on comprend les mécanismes. Donc, voilà. Donc j'ai un biais qui est la translittératie, j'ai une théorie que j'essaie de développer sur ces questions-là, parce que c'est important dans la situation actuelle de proposer, de faire des propositions théoriques et des propositions pragmatiques, parce qu'on est tous, y compris les enseignants, en attente et en besoin. Et c'est vrai que les questions d'éducation aux médias, notamment par le biais des risques informationnels, nous tombent dessus en tant qu'enseignants et en tant que membres de l'école et de l'université. Ça nous met un poids supplémentaire, une charge mentale supplémentaire, parce que ça vient impacter aussi nos métiers. Et c'est un petit peu de ça que je voudrais parler avec vous aujourd'hui, parce que pour une fois, nos questions sont comprises par les décideurs. Comme ça les prend carrément eux-mêmes en porte-à-faux, parce que ça met en risque leurs élections, leur image, etc. Tout d'un coup, ils parlent tous d'éducation numérique et aux médias, alors que pendant longtemps, ils ont fait la sourde oreille et ils ne parlaient que de code. Vous vous souvenez? C'était avant 2015. Depuis, ils ont compris qu'il y avait un enjeu démocratique, et que l'école, c'est aussi un enjeu démocratique et pas que technique. Voilà, donc merci la crise Covid, je n'aurais jamais pensé dire ça de ma vie, mais bon, merci la crise, merci de la désinformation, parce que, enfin, on parle des choses qui comptent au XXIe siècle. Mais vous allez voir qu'on n'en parle pas nécessairement bien. Et donc, comme me disait Julien, j'ai essayé toute ma vie de pousser les politiques publiques dans le sens de ces translittératies, mais j'ai aussi essayé de les faire moi-même, les mains dans le cambouis. Et je revendique la posture du chercheur qui a les mains dans le cambouis, qui ne sait pas nécessairement où il va, qui embarque avec lui les enseignants et les élèves et qui fait la pause après. Et qui repart dans une logique expérimentale. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer. Mais du coup, je suis très sensible à ce que Lundgren appelle les deux niveaux de la mise en œuvre du numérique et d'ailleurs de tout curriculum, qui est celui de l'arène des formulations, qu'il oppose ou qu'il pose en contre-distinction de l'arène des réalisations. Alors l'arène des formulations, c'est l'arène du haut, des décideurs, des administrateurs, de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, qui, à un moment donné, prend conscience de quelque chose et puis décide. Donc là, ce qui nous est arrivé depuis 2015-2016, c'est ça. Vous les reconnaissez? C'est les DIGCOMP. C'est les compétences du numérique. Il a été décidé là-haut, mais j'y reviendrai, qu'il y en a 5, qu'il y a 5 grands domaines, métacompétences, qu'ils ont redécoupés ensuite en 21 compétences. Voilà, donc les grands domaines, ce sont les grands domaines de la translittératie. Vous voyez, il y a l'information auquel ils viennent de rajouter. Vous voyez le petit point là? Comme si j'allais faire dans un film de James Bond, j'allais tuer quelqu'un. Voilà, paf, l'information et la data. La communication, vous revoyez l'infocom dans toute cette affaire. La créativité, la création de contenu, les risques, et donc la sécurité, et puis la résolution de problèmes, que moi j'appelle la résolution de conflits, mais ce combat-là, je ne l'ai pas gagné. Mais c'est pas grave, en fait, ça se traduit dans les classes par du conflit, notamment sur la désinformation. On y reviendra. Donc, au niveau de l'arène des formulations, au niveau des décideurs, les compétences ont été décidées ainsi. Alors, c'est vrai que ça a été fait par l'Institut européen de la recherche, qui est composé de beaucoup de chercheurs qui ont beaucoup discuté, beaucoup fait circuler ces choses. Donc,
on est dans cette situation intéressante maintenant, et d'ailleurs c'est là-dessus que je voudrais bien qu'on se mobilise tous, où, oui, ça vient d'en haut, c'est descendant, mais à partir d'un écrémage ascendant. Il y a beaucoup de pratiques, beaucoup d'enseignants qui ont contribué, des experts, des chercheurs, et qui ont discuté le morceau là-dessus. Et donc ça, c'est pour les compétences élèves et citoyennes. Normalement, tous les citoyens doivent avoir ces compétences. Vous les avez, vous? Bon, il est tard, on ne fait pas de quiz. Mais ça se traduit en France, par exemple, avec le PICS, qui permet de mesurer ces compétences, qui est d'ailleurs fait par des chercheurs, dont certains, je pense, sont peut-être ici. L'équipe de Bruyard, l'ENS Cachan, entre autres. Et toujours dans l'arène des formulations, parce que les profs se sont un peu motivés, mais que les décideurs se sont dit, mince, comment on va faire que les enseignants ils fassent passer ces compétences, l'Union européenne a pondu les DIGCOMP EDU. Désolée, elles sont en anglais, parce que ces textes-là ne sont pas encore en français. Eh oui, premier problème. Mais ça encadre quand même le cadre de référence français. Donc, les compétences professionnelles, donc des profs, pas des élèves, c'est avant tout de faire passer, de faciliter. Oh là là, vous voyez le mot faciliter, la posture de l'enseignant, c'est un facilitateur de compétences. Dans la situation actuelle. Alors, je ne vais pas le cours de Cédric d'avant sur l'idéologie, on en parlera après, c'est des questions. Là, je vous livre brut de décoffrage ce qu'il y a. Donc, on retrouve les compétences élèves, et vous voyez que tout le job de l'enseignant, c'est arrivé aux compétences élèves. Et lui, il les a pas, celles-là. Parce que lui, il a les autres, là. Donc, il doit pouvoir s'organiser et aller vers de la collaboration. Intéressant. Il doit pouvoir connaître et maîtriser les ressources digitales. Ça correspond à la posture de l'enseignant que les Canadiens qui sont dans la salle appellent celle de la curation. Il faut savoir faire le tri dans toutes les ressources qui sont offertes et pas se gourer sur ce qu'on veut faire avec. Donc ce travail maintenant de ressources à trier est acté. Alors qu'il y a un certain temps, vous vous rappelez les pionniers, dont je ne suis même pas, il n'y avait pas de ressources. Il fallait les créer. Donc là, c'est plutôt l'inverse, il y a trop de ressources, et là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont commerciales, propriétaires, etc., etc. Voilà, donc à choisir. Il faut évidemment changer sa position aussi d'enseignant, puisqu'on devient un collaborateur et un co-créateur avec ses collègues, avec ses élèves. Il faut changer la façon dont on évalue, donc on devient évaluateur. Et là, c'est quelque chose dans lequel on n'a pas sorti de l'auberge avec cette question de l'impact. Et puis, il faut donner le pouvoir, empouvoirer, donner du pouvoir d'agir, agency, aux élèves. Vous voyez comment ça touche les métiers, et c'est pour ça que je parle des compétences et formes de faire. C'est que la posture de l'enseignant n'est pas simplement celle de la personne qui a la connaissance et qui la transmet. Bon, ça, on le savait, tous ceux qui travaillent depuis longtemps avec le numérique, on sait que le numérique bouscule ça. Mais là, les compétences attendues, c'est designer de cours, co-créateur, facilitateur et curateur. C'est-à-dire libraire, bibliothécaire, en quelque sorte, faire le tri. Voilà, ça, c'est l'arène des formulations. Alors après, il y a l'autre. Il y a l'arène des réalisations, et là, c'est nous, c'est les enseignants, les profs, etc. On reçoit ces... Alors, ce n'est pas des injonctions, parce que c'est fait de manière plus discutée quand même, plus présentée, mais on reçoit ces cadrages, qui sont ensuite, au niveau de l'Europe, réappropriés nationalement. Donc, vous, en Suisse, vous avez de la chance, vous êtes hors circuit, mais nous, en France, par exemple, on est dans le circuit. Les Canadiens ont un système un peu semblable, et j'imagine que vous êtes quand même dans la porosité des frontières avec nous, y compris la frontière langagière. Donc, la question qu'on se pose par rapport à ça, vous voyez bien, c'est que maintenant, un des enjeux, c'est justement le pouvoir d'agir, l'agency des enseignants.
Parce qu'ils se retrouvent avec toutes ces nouvelles postures, ils se retrouvent avec un entrejeu, où ils sont tout d'un coup pas seuls maîtres dans la classe, ils sont dans des enjeux beaucoup plus grands qu'eux, avec les décideurs, les inspecteurs, les collègues et les parents, qui est un nouvel acteur beaucoup plus actif que par le passé, et possiblement plus actif à cause du numérique ou par le numérique, comme vous voudrez. Voilà, donc la recherche nous dit que ces enseignants, il faut faire beaucoup attention à eux. Et évidemment, vous, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais juste pour nous remettre ça dans le bain, c'est qu'il y a des recherches récentes, McGrew, etc., qui montrent que la perspective des enseignants sur la technologie, sur l'information, va avoir un impact sur ce qu'ils font passer en classe, oui. Et ils peuvent avoir différentes priorités, ce qui va impacter l'usage ou pas d'un outil en classe et leur interprétation du curricula. Donc l'enjeu, si on veut réussir à mettre en place ces compétences dont on se rend compte qu'elles ont un poids démocratique et pas simplement technologique, ce qui fait que c'est plus entendable comme discours idéologiquement que simplement avoir ces compétences pour devenir le bon petit ouvrier du numérique dans le XXIe siècle. Là, maintenant, c'est aussi savoir défendre les sociétés démocratiques. Donc, on est dans une situation où l'enjeu, pour moi en tout cas, et quand je travaille avec tous ces groupes, c'est mon enjeu, c'est de faire que ça dialogue. Et qu'on prenne en compte les transactions, les interprétations entre les deux arènes. Et souvent, j'y pense en sablier inversé. Pour moi, ça vient toujours d'en bas d'abord. C'est toujours les gens d'en bas qui essayent, qui font remonter des pratiques, qui publient et qui essayent ensuite de les faire émerger à un niveau plus national, plus réparti. C'est très compliqué avec le numérique, il y a beaucoup de résistance, mais pour moi, on est quand même, voilà, il faut imaginer le côté ascendant, en fait, donné aux enseignants, et c'est ça qu'il faut mettre dans l'état d'esprit des décideurs, et eux, au bout du processus, récupèrent ce qui peut être mis à l'échelle. Leur travail, c'est la mise à l'échelle. Le nôtre, c'est la force de proposition venant de pratiques raisonnées avec la technologie. Et donc, c'est ça la négociation, si je puis dire, que je voudrais mettre aussi dans les débats d'aujourd'hui. C'est d'arriver à faire que ce dialogue donc, arrive, parce que la recherche montre que dès que c'est lié à des problèmes du monde réel, ça coince. Un enseignant peut parler de la technologie ou du numérique ou des choses comme ça sur des sujets passés, sur un truc d'actu, une désinfo, tu manges de l'ail et tu es guéri du Covid, etc. Un enseignant est très réticent. J'appelle ça le syndrome Samuel Paty. Voilà, donc, et il n'a pas tort. Bon, donc... c'est important de voir qu'on est par rapport à la résolution de problèmes, et donc pour moi la résolution de conflits, quand un enseignant ou un bibliothécaire annonce quelque chose et que deux élèves se lèvent dans la classe en disant c'est shaitan, s'en vont et envoient les parents, on a un problème avec le monde réel dans les classes. Voilà. Et donc, il faut arriver à redonner aux enseignants le sens de la sécurité et le sens de la légitimité de ce qu'ils font, à partir de ce qu'eux déterminent être possible dans la classe ou pas. Donc, il faut passer par toutes les méthodes que vous savez, les entretiens, leur faire tester les outils avant de les appliquer de manière généralisée, leur donner une traduction pédagogique, tout en relevant toutes sortes de perspectives sur les contenus, sur l'information, parce qu'un enseignant ne fonctionne qu'au contenu. Si ça ne fait pas sens, l'enseignant n'y va pas avec la technologie. Donc il faut que la technologie fasse sens si elle va être prise en compte. Sinon, elle n'a pas de valeur ajoutée. Oui, on va la tester, mais ça ne prendra pas. Vous le savez. Et donc tout d'un coup, on a d'énormes projets avec plein de sous qui s'arrêtent à la fin
de la durée du projet. C'est raté. Donc, c'est ça que j'essaye de faire et de discuter avec des collègues. Et je voulais vous présenter rapidement un projet assez emblématique de tous ces problèmes. C'est le projet UCheck, qui est un projet européen, donc un projet de la DG Connect. La DG Connect, c'est celle qui s'occupe de l'éducation aux médias et à l'information. C'est pas la DG Éducation, non, bonne surprise. Ça vous dit à quel point la reine des réalisations et des formalisations est complètement déconnectée. Les formalisations se font à la DG Connect, la DG des transports, et les réalisations se font à la DG Éducation, la DG de l'éduc et de la culture. C'est l'Europe. Mais c'est valable pour la Thaïlande, pour le Japon. On est dans des torsions incroyables au niveau de cette modernisation ressentie, menée à grand train, mais avec d'énormes contradictions héritées du passé et de nos histoires diverses les uns et les autres. Donc, avec UCheck, si vous voulez, l'idée du projet en général, vous pouvez aller le voir en ligne, c'était de faire tester par des enseignants un outil de désinformation, donc un outil, un plugin, qui pouvait donc permettre de combattre la désinformation, la détecter, et de voir comment ils pouvaient s'emparer de cet outil professionnel journaliste et l'insérer dans la classe. Donc vous voyez typiquement un scénario complètement possible au niveau de l'adoption, de la prise en main d'une technologie juste parce qu'on a un besoin identifié, un problème à résoudre, la lutte contre la désinformation. Et on a essayé de voir comment ils percevaient l'outil et son usage, mais en prenant en compte vraiment leur positionnement pour développer de nouvelles méthodes, de nouvelles ressources avec eux, en voyant un peu la complexité de leur pratique quotidienne. Voilà, donc l'échantillon, il n'est pas très grand, donc ce que je vais vous dire, il faut le prendre avec un grain de sel, même si je vais y aller avec toute la salière, mais prenez-le quand même avec un grain de sel. On a un petit échantillon, mais il est réparti sur plusieurs pays, certains très développés en éducation aux médias, comme la France et la Suède, et d'autres beaucoup moins, comme la Roumanie et l'Espagne. Et c'était bien entendu aussi le but de voir s'il y avait des différences dans les positionnements et tout ça, quoi. Par contre, c'est très représentatif de la situation des enseignants. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, ce qui, par rapport à la technologie, est problématique, vu que les femmes ne sont pas mécaniques, c'est bien connu. Elle rigole là-bas au fond, ce serait bien, vous endormirez pas. Voilà, donc on a quand même aussi ce problème-là. Donc dans le projet, ce qu'on a essayé de faire, c'est ça. On a mis au centre les enseignants, donc leur arène à eux, celle des réalisations. On est allé voir ce qui se passe du côté de celle des formulations, et puis on leur a posé plein de questions sur leur ressenti, leur vécu, l'usage et l'utilité de tout ça, pour voir un peu comment ils construisent leur compréhension de ces phénomènes. Et le design, vous le voyez là, et ce que je vais vous rapporter, c'est la phase en rouge. La phase en vert, ce sera pour une autre conférence qu'on vous m'inviterez un matin. Et surtout, sinon, c'est en ligne, donc ça ira. Mais ce qu'on a fait, ce que je vais vous montrer, c'est juste, vous voyez, c'est un tout petit bout de projet. C'est, donc avec ces enseignants, on a pris en main l'outil, on en a discuté, on a créé quelques ressources, des plans de cours, des documents envoyés, des PowerPoint pour présenter à leurs étudiants. Ça a été testé. Ils ont fait des interventions en classe avec. C'est à ce moment-là qu'on a fait le focus group, en fait. Là, il y a une erreur dans l'écriture. Et puis après, on a finalisé en tenant compte de leurs apports et de leurs demandes. Et le but du projet, c'était quand même une approche où on discutait aussi avec ceux qui créent la technologie. Parce que très souvent, ils ne sont pas là. Ils sont complètement absents, ceux qui ont développé les technologies. Là, on a des développeurs avec qui on était en contact direct et qui ont reçu du feedback. Et on a demandé spécifiquement à ce qu'ils le prennent en compte pour que les enseignants se sentent légitimés dans le processus et qu'ils fassent partie du design très tôt. Et donc, voilà, donc c'était l'idée. Donc ça a produit on a produit un toolkit. Alors en bas, là, vous avez
les fonctionnalités d'InVid qui permettent d'avoir des images clés, de faire des recherches sur Twitter, de regarder les métadonnées, de voir si une image a été truquée. Ça s'appelle Forensic, ça a un succès fou avec les gamins. Et quoi? Et puis voilà, les droits aussi, parce que il y a beaucoup d'images volées en ligne. InVid est surtout un outil pour la littératie visuelle, parce que ça manque aussi. Et ce qu'on a produit avec les enseignants, donc, c'est ce toolkit qui est en ligne. Et là, je vous montre la version française qui est plus développée que les autres versions d'ailleurs. On a vraiment le kit des enseignants, le plan de cours, un atelier, un jeu sérieux qu'on a développé et fait tester aussi, et puis des éléments de recherche qu'on a publiés, et un kit animation fait avec les CMEA français. Donc, pris en main par des formateurs qui ont accès à des jeunes, etc. Donc, vous voyez qu'on l'a fait tester de plusieurs manières, s'approprier l'outil selon vos publics, à votre rythme, etc., pour voir comment ça pouvait marcher. Et les résultats, là, je vous les donne un peu en vrac. J'ai jamais autant écrit sur un PowerPoint, je vous prie de m'excuser, mais c'est à cause du jet lag. Mais les éléments, bon, vous allez en reconnaître un certain nombre de vos propres recherches. J'espère que vous allez pouvoir réagir aussi à partir de ça. En général, ils ont accueilli avec intérêt. C'est-à-dire que pour eux, c'était une des solutions. Ils sont tous un peu paralysés par rapport à la désinformation. Ils se disent, si je présente un sujet qui peut être shaitan, qu'est-ce que je fais? Tandis que si je montre une vidéo de l'AFP et que je leur dis, allez vérifier vous-même tout seul, c'est l'outil qui prend les risques, c'est pas moi. Ce qui était une façon d'ailleurs intelligente de penser à l'outil. Les laisser prendre en main un outil et devenir capables d'aller voir et vérifier eux-mêmes leurs propres trucs, y compris des trucs genre en théorie du complot, dont ils sont très friands. Voilà. Et ils ont tout de suite demandé, non, ça va pas, c'est un outil trop professionnel, on n'est pas des journalistes, on voit l'intérêt et on peut le mettre dans la classe, mais ça ne pourra pas durer, il faut des changements. Donc la question de l'adaptation avec un glossaire, un chatbox pour pouvoir discuter avec les développeurs, puisque ça faisait partie de l'enjeu, donc sortir de la classe, donner ses envies ou ses idées, etc. Une banque d'exemples, c'est ce qui est venu le plus souvent. Nous, on ne va pas aller chercher, vérifier tout ça, on n'a pas le temps. En plus, à l'école, notamment en France, on ne peut pas aller sur YouTube dans la bibliothèque, c'est interdit par le ministère, etc. Donc, il faut qu'on ait des exemples tout faits, qu'on puisse télécharger à l'avance, et de manière à pouvoir préparer le cours autour de tout ça. Et ils ont même demandé une app, parce que les jeunes ont demandé une app, et ils nous ont dit, si vous voulez que les jeunes ils y aillent aussi après nous, il faut qu'il y ait une app, sinon ils n'iront pas. Les développeurs n'avaient pas prévu le coup. Voilà. Mais vous voyez un peu comment les discussions ont pu venir. Et ils ont vraiment demandé une utilisation non professionnelle. Bon, ce qui me fait rire parce que c'est des professionnels eux-mêmes, mais vous voyez le ressenti par rapport aux journalistes, et un peu le héros journaliste qui vient à la classe, fait son intervention et s'en va, genre Superman. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets le non professionnel, parce que franchement, mais vous voyez à quel point il y a une timidité quand même des enseignants qui se sentent toujours pas encore vraiment légitimes à dire qu'ils sont des pros par rapport à ces usages-là. Ils ont demandé, parce que l'outil, c'est tout à fait EMI, ça, soit inséré dans des plans de cours beaucoup plus longs, qui fassent travailler l'esprit critique, qui fassent travailler les éléments idéologiques, la propriété des médias. Enfin, vous voyez, ils ont remis toutes les compétences EMI, les 10 combes dedans. L'outil, c'était pas son but. Mais voilà, mais eux, ils pensent en compétences. Et donc, c'était intéressant pour les professionnels, journalistes, d'entendre ça. Ils ont donc marqué et dit qu'il y avait des problèmes pour eux, notamment d'accès au contenu en ligne. C'est dur à croire au XXIe siècle, mais c'est encore un problème d'accès parfois. Quand il n'y a pas le droit d'amener les téléphones ou les smartphones à l'école, ça peut poser plein de problèmes. Ils ont identifié un manque de formation. Alors ça, à nouveau, c'est pas nouveau, mais encore faut-il le dire. Manque de formation des élèves à l'EMI, mais d'eux-mêmes à l'EMI. Et donc, problème majeur.
Mais ils ont vu quelques solutions. Ils voient très bien qu'on peut y aller par étayage, en montant le plan de cours, en montant plusieurs séquences, dans lesquelles, au bout d'un moment, on met l'outil et des séquences qui suivent l'usage de l'outil pour continuer à en parler, pour continuer à réfléchir sur la désinformation. Voilà, donc on peut voir du côté des théories que la translittératie a bien fonctionné. Tout le forensique, le suivi des données sur Internet, c'était de la data, de l'analyse de données, sans avoir besoin d'être informaticien ou autre. Donc on avait vraiment les trois cultures de l'information qui se mêlaient. Il fallait vérifier l'information, culture de l'info. Il fallait faire ça sur des médias comme YouTube, France Télé, etc. Culture des médias et de l'actualité, et il fallait le faire avec des fonctionnalités entièrement numériques qui allaient voir derrière d'où venaient les fausses informations, les cascades de tweets, les trucages numériques invisibles, etc. etc. Donc ça a bien conforté, si vous voulez, pour moi en tout cas, l'approche translittératique. On y a rajouté, en parlant avec Lewandowski, qui est un de ceux qui travaillent le plus sur les biais cognitifs, ce que lui appelle la technocognition. Parce qu'il dit, en fait, il a sa théorie à lui, c'est que avec les outils actuels, il faut s'en emparer parce que ce ne sont pas des outils idiots. Ce ne sont pas des outils inertes, ce sont des outils smart, ce sont des outils intelligents qui évoluent. Donc la position classique de l'enseignant ou même du militant EMI qui est de dire « oh là là, surtout pas l'entrée par l'outil », il la remet en cause en disant « on ne parle plus tout à fait des mêmes outils ». Je pense qu'Éric Bruyard, d'autres collègues dans la salle peut-être parleraient plutôt d'instruments et d'un usage vraiment instrumenté, raisonné. Mais à mon avis, on va un peu plus loin effectivement avec ces outils. Donc lui parle de technocognition. Pour moi, ce sont les deux théories en EMI en ce moment qu'il faut pousser le plus loin possible parce qu'elles peuvent apporter des modes de compréhension et du coup d'utilisation. Je vous ai mis quelques verbatims parce que sinon, à quoi bon faire des focus group, mais voilà, le truc sur l'agency, le fait qu'on ne prend pas assez en compte le pouvoir d'agir et le pouvoir des profs, c'est venu très vite. Il est important de dire qu'on est acteur, qu'on peut choisir, pas toujours subir. Dans les autres qui sont intéressants, le fait de se former les autres, qui est toujours ce problème, quand je vous faisais remarquer le clivage entre les compétences attendues des élèves et les compétences des enseignants, comment est-ce qu'on les met en miroir Et donc il y a vraiment cette impression qu'avec l'outil, la discussion autour de l'outil, les fonctionnalités de l'outil, etc., les débats sur la crédibilité, la crédulité, etc., ils se sont formés, auto-formés, et ils ont formé immédiatement les jeunes. Ce qui est la situation, je pense, la plus courante dans le numérique. On est les frères ignorantins, c'est-à-dire qu'on en sait juste un chapitre de plus que nos élèves. On s'approprie un outil qu'on est déjà en train de leur passer. Donc cette situation, elle crée beaucoup de stress, carrément, mais se sentir acteur, leur dire qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent aller rediscuter avec les développeurs, que ce n'est pas un outil fermé, c'est un outil smart, ça leur a donné quand même beaucoup confiance. Et je trouve que c'est très important à l'étape actuelle pour nos enseignants. Ils ont rajouté des choses qui ne sont pas dans les compétences qu'on a vues là, l'émotion, l'empathie, etc., tous les soft skills, mais qui sont dans les DIGCOMP en fait. Si vous allez les lire, vous verrez qu'elles sont là. Et vous voyez que eux, ce qu'ils ressentent au niveau de leurs élèves, c'est l'anxiété quotidienne. Et ça, ils ne sont pas préparés, mais ils savent que c'est ce qu'il faut qu'ils essayent de faire auprès de leurs élèves, de les rassurer par rapport au numérique et surtout par rapport à ce que le numérique apporte dans la société avec tout ce qui s'est passé autour du Covid, des fake news, etc., qui les ont affectés dans leur famille. Pas oublier que nos élèves ont vu des gens mourir, ont eux-mêmes été malades, ont vu des camarades disparaître, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments de stress supplémentaires qui mettent du stress sur les profs. Et dans l'arène des formalisations, ce n'est pas vraiment le vocabulaire qu'on emploie.
Et il a fallu que je le fasse remettre, je vous en parle dans une minute. Parce que c'est important, quand on travaille dans le stress, on travaille mal. C'est toxique le stress, hein, c'est-à-dire que l'énergie du cerveau, elle passe son temps à se dire je tiens, je tiens, je tiens. Et vous, pendant ce temps-là, vous leur faites une super leçon sur la crédibilité et la crédulité, et ils ne se rappellent de rien. Hein. Ils sont sur le stress. Ma maman, elle est morte. Ma grand-mère, je ne l'ai pas vue depuis 3 ans. Mon père, il dit que c'est Shaitan, tout ça. Donc voilà, c'est tout ça hein, que nous devons gérer en tant qu'enseignants. Et vous voyez, arrive le problème de la reconnaissance de ce qui est fait. Par exemple, tout ce qu'on a fait, là, ces exercices-là, bon, moi j'ai exigé qu'ils soient défrayés, un peu financés, mais normalement, toutes ces expérimentations, elles sont faites gratuitement. Les enseignants donnent de leur temps. C'est tout le temps comme ça, c'est pas normal. Là, je vais dans le sens de Cédric, c'est juste pas normal. Voilà. Et le fait qu'il n'y ait pas d'EMI, et que ce soit bizarre, parce que c'est reconnu, donc ils se rendent bien compte qu'il y a une arène des formulations là-haut qui a reconnu le truc, mais alors les décisions institutionnelles ne viennent pas avec. Ils sont tous avec des mi-temps, ils n'ont pas de place vraiment dédiée à l'éducation aux médias, à l'information et au numérique dans leur cours. Ils ont un manque de médiation quand ils vont parler à l'administration pour dire je veux faire un projet, il faut que je fasse venir des journalistes. Tout de suite, c'est non. Et après, on discute. Donc, voilà, au niveau de leur ressenti, là, et de la mise en œuvre, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, et que donc, du côté des leçons à tirer, c'est que oui, ok, la reine des formulations a identifié le problème, mais elle est encore très déconnectée de la reine des réalisations. Et bon, cet écart, il y a plusieurs raisons, et à nouveau, je crois que vous les connaissez. Le manque de formation à l'université, donc la formation de formateurs, point faible, fragile de l'EMI et du numérique partout dans le monde, partout. Mais bon, voilà, même dans les pays riches, que ce soit la Finlande, la Suède, qui est pourtant très gâtée, il y a encore beaucoup de fragilité. Les réticences des sciences de l'éducation, et des sciences de l'information à traiter sérieusement l'éducation aux médias et l'éducation au numérique. C'est pas un objet noble. Désolée. Et donc, on a un problème de recherche sur ces questions-là. Il faut à chaque fois imposer, je vais travailler sur le numérique. Ah bon, mais c'est quoi ? Voilà. Bon, alors ça n'aide pas que le paradigme évolue tout le temps. Moi, je me souviens du temps très sympathique où l'éducation aux médias et l'information se concentrait sur la radio et la télé. On travaillait sur les séries. C'était bien. Maintenant, on est sur deepfake, on est sur désinformation, on est sur discours de haine, on est sur selfie, etc., l'identité, etc. Donc, effectivement, le paradigme augmente, le périmètre augmente tout le temps. Alors, pour stabiliser un curriculum, ça, c'est vrai que je ne voudrais pas être à la place des décideurs, parce qu'on a toujours l'impression qu'on laisse tomber quelque chose. Et donc, ce qu'on voit dans le monde entier, c'est qu'il n'y a pas de curriculum en ce moment de l'éducation aux médias à l'info. Il y a des indications, et en France, on est très riche là-dessus, un cycle par cycle, mais ça ne fait pas un curriculum. Ça reste un agenda, un curriculum caché. Voilà. Et puis, il y a quand même encore des postures professionnelles des enseignants. Il y en a qui disent, moi, puisque je ne suis pas préparé, que je ne sais pas faire, qui peuvent se servir de mon image et la mettre en ligne, etc., j'y vais pas. On a encore quand même beaucoup ça. Et donc, et par contraste, alors on a des enseignants, ils sont carrément fous, aucun esprit critique sur les outils qu'ils emploient. Ils emploient tout. Ils sont sur Facebook, les données des élèves, la vie privée, c'est pas grave, on y gagne tellement. Enfin, on a vraiment, vous voyez, des tensions dans le corps qui sont encore très très présentes. Et puis en interne, il y a un manque sérieux là de ressources de qualité. Et d'un curriculum donc cohérent, et puis bon, manque de temps puisque ils ne sont pas formés à l'université, donc il faut qu'ils se fassent ça en auto-formation, ça veut dire qu'il faut qu'ils le fassent eux-mêmes sur leur temps, non payés, etc., qu'ils demandent des heures, ils peuvent à tout casser, obtenir dans tous les 6 ans un jour et demi de formation avec le Clémy ou Canopé. Bon, faites le calcul, il y a 1 million d'enseignants en France, et le Clémy en forme 18 000 par an. En 2300, on y est encore.
et ça aura déjà bougé. Voilà. Donc, toujours dans ce qui apparaît, c'est ce besoin pour eux de se sentir professionnels sur ce qu'ils font, pour avoir de la légitimité. Ils sont en demande par rapport à l'arène des formulations, ils sont en demande par rapport à l'État pour la provision d'outils. Et comme ils ressentent bien cet écart dont je viens de vous parler entre l'arène des réalisations et l'arène des formulations, eh ben, ils surcompensent. J'appelle ça, pour vous faire réfléchir un peu, le paradoxe du grand écart. Vous voyez, ils sont entre les deux arènes. Et du coup, il y en a qui vraiment se retrouvent à s'auto-former et à en faire plus, et à être très demandeurs, et à aller vers des tutos en ligne, etc., et à tester toutes sortes de ressources, suivre des MOOC. Et le nombre d'enseignants qui suivent des MOOC en ce moment, c'est faramineux, parce qu'il y a ce besoin de répondre à l'anxiété des jeunes, mais aussi à leur propre anxiété. Est-ce que je suis légitime pour en parler, etc. Donc, ils sont dans un grand écart qui n'est pas très confortable. Et puis, voilà, il y a une fracture numérique qui se retrouve dans les comportements des parents. Et il y a ce problème de parents qui peuvent être de plus en plus interventionnistes au niveau de l'école, qui peut poser des problèmes de sécurité. Le syndrome Samuel Paty. Alors, la relation aux outils numériques ou instruments, là, je ne sais plus comment dire, montre bien que, en termes de technocognition, donc l'autre théorie qui est portée par Lewandowski, il y a un déphasage. Et qu'il y a des dispositifs ouverts ou les dispositifs développés pour l'éducation et pas pour le commerce, eh bien, ne sont pas nécessairement toujours là. On l'a bien vu en zoomant tous comme des malades et en donnant donc à Zoom toutes nos données. Aux États-Unis et en Chine, tout va bien. Voilà. Et donc, ce qui est sûr, c'est que pour eux, leur donner accès à la technologie comme on l'a fait, in vide, dernier cri, c'est en cours d'invention, ça répond à ce besoin actuel, ça peut être contre-productif si ils ne sont pas impliqués vraiment dans le design. Et c'est ça qui peut compenser le manque de formation. Voilà, donc on est tous d'accord au niveau de ces focus group, de ces différents focus group, quels que soient les pays, sur le besoin d'un étayage cognitif, d'avoir des heuristiques, de donner des trucs, des raccourcis intellectuels pour contrebalancer les biais cognitifs, etc., afin d'être dans la vraie résolution de problèmes et la création de sens. Ces résultats, normalement, ne devraient pas vous avoir étonné. Ce qui est étonnant, c'est à quel point ça continue à stagner quand même. On en soit à continuer à se poser des questions fondamentales du début de la formation à l'informatique, du début du e-learning, sur comment motiver les enseignants pour qu'ils puissent motiver les élèves, etc., les compétences qu'ils peuvent acquérir ou pas, et cette idée qu'il faut les incorporer de plus en plus dans le design. Voilà, donc sans vous les donner ici, l'intervention, quand elle a été faite après toute cette négociation, discussion avec les développeurs, etc., elle a montré des résultats faramineux. Les jeunes ont changé de comportement. En 3 heures de formation avec l'outil, ils ont fait très attention au design des images, ils ont vérifié les sources, ils se sont méfiés de certains sites, etc. Donc, ce qu'on veut, en fait, qu'ils combattent leur propre crédulité, mais qu'ils puissent avoir les moyens de les vérifier. Donc, les résultats avec les enseignants persuadés de la valeur ajoutée de ce qu'ils amenaient, mais dans un étayage, avec une réflexion sur leurs propres pratiques, etc., a fait qu'il y a eu des progressions, notamment dans les pays les plus fragiles en EMI, la Roumanie en particulier, où c'est passé de 15% dans le pré-test à 95% dans le post-test. C'était vraiment très intéressant à voir et bon, évidemment très, très réconfortant. Bien évidemment, les développeurs et les journalistes ont apporté les modifications demandées. Donc maintenant, si vous allez sur InVid YouVerify, vous allez voir qu'il y a un chatbot, qu'il y a plusieurs tutos, qu'il y a les plans de cours et qu'il y a une banque d'exemples. Ils se sont même défoncés, les développeurs. Nous, on avait demandé des exemples
relativement simple. Ils sont allés chercher 20 associations de fact-checkers dans le monde pour avoir des exemples de tous les pays, la diversité culturelle, enfin la totale. Ils sont déchaînés. Mais ils avaient besoin de ce retour, justement, pour se lâcher là-dessus. Hein. Mais bon, il y a du développement à faire pour pouvoir récupérer toutes ces fakes. Hein. Mais ça fait une banque de données intéressante pour les enseignants qui peuvent avoir des fake news très marrantes, voilà, genre légende urbaine, hein, et puis d'autres un peu plus costauds, hein, genre cyberguerre avec la Russie et Poutine. Quoi, hein. Voilà, ça leur laisse le choix pédagogique. Hein, donc ça répond à un de leurs besoins. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus loin, eh bien, écoutez, on a écrit 2 articles avec Thomas Nygren et sa bande. Et puis, je sors avec l'Encyclopédie internationale d'éducation un chapitre sur la translittératie. Et alors, attention au suivi, parce que l'UNESCO sort son Global Education, je ne sais pas quoi que veut dire le M. Enfin bon, c'est son rapport mondial sur l'éducation, dans lequel ils m'ont demandé de leur fournir le chapitre éducation aux médias et au numérique. Hein. Donc là, on fait passer un certain nombre de choses. Et la DGEAC, donc la DG Éducation et Culture, hein, s'est emparée du sujet et va sortir le 19 octobre un rapport là-dessus avec des lignes directrices sur toutes ces questions-là. Et vous y retrouverez des éléments de remontée des enseignants vers les décideurs. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention. Bon, alors c'est toute la bande, hein, on est tous la même bande, Anne Cordier, Alexandre Serre, etc. Nous sommes en discussion serrée sur cela, parce que eux, ils viennent de l'information. Donc, ils sont vraiment dans la partie information, curation, vérification de sources. Hein, et c'est compliqué pour eux d'aller vers les médias, hein, qui sont beaucoup plus brouillons, chaotiques, etc. Hein. Donc, ils placent encore l'IL, hein, l'information, l'information literacy, au cœur de leur démarche, alors que moi, j'essaye de les tresser, comme je disais, hein, vraiment de ramener les trois et de voir comment elles s'influent l'une l'autre, hein, sachant que en France, hein, ce sont les profs doc qui sont maintenant en charge d'éducation aux médias et à l'information, mais que ça n'est pas vraiment reconnu par les autres disciplines qui estiment que c'est quelque chose de transversal et qui peut être fait aussi en français, en histoire, en mathématiques. Hein. Donc il y a vraiment cette tension, par contre très, très française là-dessus, hein, mais qui marque la volonté des autres enseignants de dire c'est pas que de l'information, c'est pas que de la information literacy. Donc moi je vous encouragerais à continuer à discuter avec Anne et l'équipe de Lorraine pour voir comment les élèves le perçoivent, mais n'hésitez pas à leur poser des questions sur leur pratique médiatique, parce que ils n'osent pas le dire en classe devant la prof, quoi, hein, mais bon, elles sont là, hein, les 4S, hein, les streams, les selfies, les séries, et puis je ne sais plus quel est l'autre, enfin voilà, mais ils sont vraiment sur toutes ces questions hein, de mise en fiction et de mise en récit d'eux-mêmes que l'information, hein, information literacy, ne donne pas. Alors moi, je suis plutôt américaine de ce côté-là, je fais coucou aux Canadiens aussi. Hein. Il y a une très grosse forme de socialisation, y compris à l'information, qui se fait par la fiction. La fiction, d'ailleurs, n'étant pas de la fiction. On apprend par la fiction. Si tout le monde se met dans le storytelling, c'est bien parce que ce n'est pas que de l'évasion, hein, c'est de l'apprentissage. Donc, on est en tort, vous pourrez le dire à Anne, on est en tort, en tout cas, on ne couvre pas la totalité des enjeux hein, si on ne regarde pas ce qui se passe du côté de leur pratique fictionnelle. Et maintenant, de plus en plus, hein, ça va être ce qu'ils en font hein, en utilisant les datas et les algorithmes. Parce que maintenant, ils se jouent des algorithmes. Quand ils sont sur TikTok hein, et qu'ils se transforment en influenceurs, ils ont très bien compris. Hein. Donc voilà, ça aussi, il faut le faire sortir. Hein, parce qu'ils se retrouvent à être des amplificateurs de fake news sans en connaître les conséquences.
pour certains. Voilà, donc après, quand on leur explique les questions de gouvernance, de régulation, etc., qui font partie de l'éducation aux médias et d'une vie citoyenne, ils ne comprennent pas. Ça veut dire qu'on a fait une tête pleine et pas une tête bien faite. Voilà, je deviens doctrinaire, comme tous les gens qui soutiennent des théories. Non, mais c'est ce que j'essaie de dire quand même, hein, c'est qu'il y a eu un grand apport des sciences de l'information. Mais si vous essayez de lire, hein, comme un praticien, comme un usager, les sciences de l'information, c'est imbuvable. Leur autre grand apport par rapport aux autres, hein, en parlant de comment on peut utiliser l'un avec l'autre, c'est que, par contre, en sciences de l'information, ils ont des mesures d'impact, hein, et des méthodologies pour mesurer l'efficacité, hein, de la recherche ou autre. Hein. On a plus difficilement quand on travaille sur de la fiction, hein, sur des médias sociaux, etc. Hein. Donc on a à apprendre d'eux du côté méthodologique, hein, et du côté donc impact, efficacité. Si on veut continuer à avancer, il faut prouver que ça marche. Sinon, ça ne sera plus financé, et puis on passera à autre chose. Hein, et les gens de l'Infocom et des sciences de l'éducation diront, ben voilà, c'est pas vérifié, il n'y a pas de la recherche. Hein, bon. On est dans les paradigmes idéologiques de evidence-based policy, c'est-à-dire on prend des positions politiques ou des décisions politiques sur la base des preuves de la recherche. C'est mieux que rien. Hein. C'est un peu autoritaire, ça vient complètement de pays, hein, avec une approche pragmatique, hein, et comportementaliste, hein, de l'humain. Donc nous, notre tâche, je pense, du côté des non-pragmatiques, et des non-anglo, quoi, c'est de ramener là-dedans un travail sur les valeurs, un travail sur le sens, un travail sur la critique, hein, de ces outils. Hein. Voilà. Et là aussi, je ne suis pas contre l'approche, hein, américaine. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut les deux. Hein. On est à la fois... Les usages sont là, se dire que le numérique va disparaître et qu'on met la tête sous le sable comme une autruche. La France a pris beaucoup de retard en ayant cette politique de l'autruche. Et une autruche, quand elle met la tête sous le sable, le train il passe dessus. Donc non, on ne peut pas se dire encore, hein, il faut être réticent sur l'usage du e-learning, il faut être réticent sur l'usage de ces outils, il faut demander à ce que ces outils soient intelligents, il faut demander à ce que ces outils soient développés avec les enseignants en amont du design, et à partir de là, on commence à discuter. Voilà. Et donc, ce n'est pas Facebook qui décide du sort de l'éducation dans le monde. C'est quand même ce qu'il faut arriver à faire. Hein. Je vous rappelle que Zuckerberg a créé une fondation, il a donné tout l'argent, dit-il, qu'il a fait avec Facebook pour l'éducation. Je vous recommande d'aller voir ce qu'il appelle éducation. Voilà, donc attention, hein, c'est vraiment... il faut rester extrêmement critique, si on veut que ce soit des citoyens investis, nos étudiants, et qu'ils protègent la démocratie, il faut qu'ils comprennent qu'il faut de la régulation, il faut qu'ils s'impliquent dans les questions de gouvernance, parce que c'est essentiel pour la recherche et pour la formation. Les médias sociaux, les grandes plateformes actuelles, elles ont envahi tous les secteurs, y compris le secteur de l'éducation et le secteur des médias. Comme ça, au moins, c'est bien. Voilà, je vous ai fait votre mémoire, mais je veux bien travailler avec vous après, quand on aura lâché les Suisses. J'allais dire les petits Suisses, mais c'est pas gentil. Alors là, on était resté sur la désinformation. J'avais essayé de coincer le sujet. Hein. Oui, non, il y a... Alors, j'ai écrit un article dans Nectart, Nectart numéro 13, sur les nouvelles normes culturelles. Où ça répond un petit peu à ça. Sinon, on est là jusqu'à demain soir, mais en disant, attention, les références ont changé. Et si on c'est compliqué, hein, si on ne s'ajuste pas, hein, si on les ramène pas, si on ne ramène pas les Grecs dans l'actualité,
Ce qui est faisable, ce qui est très bien fait dans certaines vidéos YouTube, pas à l'école malheureusement, hein, mais ils sont très friands de tout ça. Bon, et comme vous savez, il y a beaucoup de fictions qui remettent au goût du jour hein, tous les héros grecs, etc. Si on ne le fait pas, ça amène ce qu'on voit arriver, c'est-à-dire la cancel culture. Cancel. La culture du déplacement. Et donc, c'est le gros risque. Si on laisse cela fait par les médias sociaux, par les algorithmes de YouTube qui vont pousser tel machin, parce que, etc., etc., et si on laisse donc l'horizontalité entre pairs décider de la norme culturelle, et elle est en ce moment extrêmement fragmentée. Je parlais des 4S, les séries, les selfies, les stories et les streams, parce que c'est là-dessus qu'ils sont, pendant que nous, on parle en classe. Ils sont en mode streaming, ils écrivent leurs stories, ils regardent leurs séries préférées et choisissent leurs cours selon leur enfin bon, bref, c'est juste dingue. Hein. Si on les laisse en mode horizontal entre eux, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'éthique. Et donc, pour eux, le plus simple, c'est de remplacer, déplacer. La cancel culture, elle vient aussi de là. Il y a plein de trucs américains reliés à autre chose. Hein. Ne me faites pas réduire ce phénomène sociologique important. Hein. Les groupes identitaires hein, qui veulent être reconnus et qui veulent donc qu'on retire les marques du passé. Mais vous voyez d'où ça vient cette idée? On retire les marques du passé? Comme si ça n'avait pas existé? Comment est-ce qu'on construit hein, une éducation avec ça hein? Donc moi, là, quand je vous ai montré le schéma sur des arènes, etc., et que j'ai mis les enseignants au milieu, hein, bon, quand je dis moi, c'est un certain nombre de collègues, et je sais que vous en faites partie, hein, l'idée, c'est qu'il ne s'agit surtout pas de lâcher sur cette forme d'autorité qu'on a, hein, et de verticalité aussi. Tout se vaut, c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est la cata, parce qu'en fait, c'est faux. Toutes les minorités ne se valent pas entre elles, aux États-Unis par exemple. Donc, tout se vaut, c'est vraiment un contresens de la pensée. Le cerveau, les cultures établissent leurs priorités, leurs rituels, leur code de reconnaissance, etc., etc. Si on ne transmet pas ça à l'école de manière pluraliste et dialoguée, on se paye ce qu'on se paye en ce moment, c'est-à-dire la montée des populismes et la montée des mauvais autoritarismes, pas ceux de l'autorité de l'enseignant. C'est pour ça que c'est un enjeu, le numérique, en ce moment, et la formation au numérique et aux médias numériques. Hein. Il faut à la fois la maîtrise opérationnelle hein, de ces outils, mais il faut aussi la maîtrise culturelle hein, et éthique de ces outils. On s'est laissé piéger, infantiliser hein, par l'idée de la disruption, etc., etc. C'est génial, mais on commence à voir maintenant hein, les problèmes de la disruption quand elle est justement sans gouvernance, sans régulation, hein, et où ce sont des libertariens, donc des gens avec une idéologie très spécifique, hein, qui sont aux manettes. Et pour longtemps parce qu'ils sont jeunes. Oui, de la verticalité, ça aide. Ils ont besoin de repères, hein, d'ailleurs comme nous. Hein, bon. Donc il faut leur donner, même s'ils vont se construire contre vous après, hein, en disant moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit là, etc. C'est pas grave, ils sont en train de se construire, donc vous avez joué votre rôle, quoi. Hein, c'est une très bonne réaction, il faut le faire. Et puis s'ils savent certaines choses plus que vous, allez-y. Le problème qu'on remarque, là, je décale un peu sur les d'autres recherches, hein, mais je crois que vous avez dû le savoir, c'est qu'on s'est tous dit, c'est pas grave, c'est un changement générationnel, on arrive avec la génération qui est née dedans, donc les profs qui sont nés dedans, ils savent faire. Ben non. Alors il y en a qui veulent pas. D'ailleurs avec raison, en disant moi j'ai appris des médias sociaux, etc. pour moi, pour m'amuser avec ma famille, pour faire des jeux, etc. Il n'est pas question que j'amène ça à l'école. J'ai ma sphère privée, etc. Donc ils ont une sorte de
compartimentaliser très bien la sphère pro et la sphère perso, hein, que en général les médias sociaux essayent de rendre très poreuse. Hein, donc ça, là, c'est le réflexe sain, on va dire. Mais du coup, il faut tout leur apprendre du côté des usages pédagogiques de ces outils-là. Mais en même temps, ils n'ont pas tort. Twitter, c'est pas un outil pédagogique. Voilà. Par contre, ce qu'on peut les aider à faire, hein, c'est à mieux s'en servir, etc. Mais quand les gens mettent en avant les tweetés et compagnie en disant on va leur apprendre à faire les dictées avec Twitter, je ne dis rien contre ce processus-là, hein, mais ce n'est pas de l'éducation aux médias. C'est autre chose. C'est l'éducation française, hein, à la dictée avec un outil qui est, voilà, basiquement outil, quoi. Hein. Mais la réflexivité sur ces choses-là, bon, aller discuter avec Twitter, parce que ce qu'on a découvert justement, hein, qui est intéressant, et on n'est pas allé, mais aussi on s'est bunkerisé. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup replié sur l'école, en tant qu'enseignant, je pense, que ce soit à l'université ou au niveau secondaire. On sait maintenant, parce qu'ils sont relativement jeunes, effectivement, hein, que si on va parler aux gens de Twitter ou aux gens de Google, alors pas aux gens de Facebook, vous avez compris, ils mentent, mais aux gens de Google, aux gens de Twitter, etc., et si on leur dit il y a un problème avec les fake news, il faut faire quelque chose, ils sont d'abord un peu réticents, parce qu'ils disent c'est pas nous qui sommes responsables, donc ils veulent pas du tout ouvrir la porte. Hein, mais maintenant, ils sont de plus en plus dans l'éducation aux médias. Ils ont ouvert de plus en plus leurs API aux chercheurs. Donc on peut aller voir, nous, comment ça se déroule, hein, une cascade de tweets. On peut la montrer aux étudiants. Vous voyez, dans Invid We Verify, ils ont, les profs ne l'avaient pas demandé, hein, mais ils ont mis les cascades de tweets de Twitter, donc pas les autres, parce que Facebook ne veut pas. On est juste maintenant en train d'établir des règles de partage des données de Facebook avec les chercheurs. Je ne vous dis pas, c'est compliqué, mais on est en train de gagner cette bataille-là parce qu'ils se sentent bien qu'ils perdent la confiance, qu'ils perdent des clients, hein, et qu'ils perdent de futurs usagers. Hein, donc voilà. Mais si on leur parle comme ça, cash, ils peuvent entendre. Hein. Et donc Google a donné 5 millions d'euros, hein, pour participer au fonds EMI de l'Observatoire européen des médias numériques. Vous voyez, bon, voilà. Ils contribuent à leur manière, hein, ça leur fait de la pub marketing, mais là, eux, ils y gagnent par une sorte de blanchiment de leur image, hein, mais nous, on y gagne avec des nouveaux projets qui sont financés indépendamment d'eux. Hein. Donc, il faut de plus en plus, et c'est ça qui est intéressant dans les pédagogies du numérique et de l'éducation aux médias, hein, c'est qu'on est très souvent en train de parler avec les ingénieurs pédagogiques, avec des développeurs. Hein, et ça, pour moi, c'est l'avenir de l'éducation. Il ne faut pas qu'elle se coupe de l'évolution du secteur et des problèmes réels. Et donc, il faut réouvrir, quoi, et pas juste, comme on le fait en ce moment, un journaliste dans les classes qui vient faire son one-shot, hein, et puis il s'en va. Donc là, en France, on a développé, hein, avec l'association des journalistes de la PQR, une convention, hein, et ils ont développé tout un système de compétences de journalistes pour travailler en tandem, travailler en duo avec les professeurs et les profs doc. Et donc, si vous voyez ce que je veux dire, le but, hein, c'est que ça ne soit pas un one-shot, c'est qu'on puisse prévoir, par exemple, 6 séances. Voilà. Avec des compétences, hein, etc. Donc voilà, ça commence là, à partir d'octobre. Hein, et c'est vers ces choses-là qu'il faut aller. Hein. Les problèmes sont trop complexes pour qu'on se retrouve tout seul face à la classe à le faire. C'est un peu le problème avec Samuel Paty, hein, c'est qu'il était avec un sujet très très complexe, seul dans la classe. Même avec le soutien de sa hiérarchie, ça ne suffit pas. Donc il faut y aller en multi-acteurs dans nos domaines. Et donc ne pas hésiter à aller les chercher. La chance en ce moment, c'est qu'ils écoutent, que la EdTech, hein, française et autres, hein, essaie de développer des applis, des choses comme ça, qui essaient de répondre quand même à des besoins réels. Hein. Bon. Et donc, il ne faut pas se priver de cette possibilité-là. Alors là, ça, c'est une vaste question.
C'est vrai que moi, par exemple, j'ai travaillé sur des MOOC avec les équipes avec lesquelles je travaillais en Espagne, au Portugal et en Allemagne, on a créé des SMOOC, les MOOC sociaux. Parce qu'on s'est dit, c'est quand même trop bête que, à l'ère des réseaux sociaux, je parle de 2013, 2014, les premiers MOOC, c'est 2008 au Canada, déjà un peu sur cette base horizontale, amener des éléments dans le cours de la part des étudiants, le co-design, etc. Mais on a décidé de faire ça, de les faire utiliser les médias sociaux. Moi, ce que j'ai demandé des développeurs, et ils ont entendu, ils ont développé des médias sociaux internes à la plateforme. Donc, on avait un système de forum et un système de microblog, qui est en gros ce que les gens attendent. Microblog pour s'envoyer des actus rapidos, un lien, etc. Forum pour discuter le morceau sur un truc qu'a dit le prof ou qu'a dit quelqu'un d'autre. Donc, en gros, c'est ça les deux besoins des apprenants quand ils sont de plus en plus autonomes. Donc, on a développé ça. Ils utilisaient Facebook, etc., parce que dans certains pays, parfois, c'est la seule façon. En Afrique, c'est quand même très compliqué d'organiser des formations. J'en ai fait un certain nombre sans utiliser Facebook, parce que c'est le plus pratique pour eux, et ils en ont l'habitude, et ils s'informent comme ça, donc ça marche très bien. Mais nous, en Europe, on était encore en état de se demander RGPD, pas RGPD, etc. Il nous semblait important de garder les données des élèves et des étudiants. Donc on leur a dit, travaillez hors ligne, travailler sur les médias sociaux, le résultat final, vous le déposez dans la plateforme. Est-ce que vous êtes prêt à laisser voir, à partager dans la plateforme. Voilà. Donc les réseaux sociaux bac à sable. L'important, c'est on ramène ce qui nous semble bon, ce qu'on a testé, etc., dans le collectif, dans le groupe, la communauté de pratique là. Pas dans l'énorme mer de 2 milliards de Facebookiens, vous voyez, où ça se perd. Donc, parce qu'il faut refaire de la curation, il faut retrier dans tout ce qu'on a produit, etc. C'est très facile maintenant de produire. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qu'on peut offrir aux autres, en espérant offrir en retour ou pas. Donc oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut le faire, mais à nouveau, les LMS, il faut les plateformes Moodle ou autres, il faut remettre à l'intérieur. Bon, ils ont maintenant évolué un peu, forum, ça existe, c'est sous-utilisé, etc. Parce que c'est vrai que les pratiques ont été formatées par les plateformes, c'est ce qu'elles veulent. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles veulent descendre à 8 ans et pas à 13 ans de majorité numérique. C'est que plus elles vous habituent à un format, plus vous allez avoir du mal à en sortir. Moi, j'ai fait l'expérience, je suis sortie de Google pour aller sur Quant. J'ai souffert pendant 1 mois. Il n'y avait rien qui était là où je croyais. Donc, il a fallu que mes heuristiques, mes raccourcis mentaux que je m'étais fait depuis le début de Google, il a fallu que petit à petit, je les efface et que je recrée d'autres heuristiques. Voilà. Mais notre rôle à nous, c'est de leur dire il y a plusieurs moteurs, il y a plusieurs médias sociaux, ils ont chacun des fonctionnalités, etc. Et après, voilà. Mais c'est vrai que ce qui manquait, je crois, dans l'enseignement, notamment à distance, le e-learning d'avant, c'était cet élément de débat. C'était trop asynchrone, c'était pour des publics extrêmement éloignés, etc. Donc, très compliqué pour eux de discuter entre eux ou avec les enseignants. Et les médias sociaux et assimilés, je pense, ont apporté effectivement beaucoup. Et il faut arriver à avoir des médias sociaux de ce type-là, non propriétaires, et qui n'exploitent pas vos données. Il manque de temps. Et pour faire ça dans la classe, parce qu'il y a un programme et les parents surveillent les programmes, et de formation qui peut impliquer, pour ceux qui sont déjà dans le métier, qui devrait être de l'ordre de pratiquement 15 jours tous les 2 ou 3 ans, vu à quel point ces choses-là changent pour faire des vrais rattrapages. Et là, c'est vraiment le problème, c'est que les pouvoirs publics, pour le moment, dégagent très peu d'argent. Et donc, ne dégagent pas les enseignants du temps de classe pour faire ça. Et donc, bon, voilà. Donc, les toolkits sont un peu mieux qu'une rustine, quand même.
parce qu'ils sont en général modulaires, hein, ils sont faits de manière modulable, ce qui donne comment dire, une certaine liberté de leur usage. Hein. Tiens, je vais commencer par le 3, hein, ou je vais commencer aujourd'hui par la partie crédulité plutôt que la partie vérification, etc. Hein. Donc, pour un enseignant qui a une marge de manœuvre assez réduite dans la classe, ils apportent ce sentiment quand même de pouvoir faire des choix. De même pour les thématiques et pour les contenus. Le fait d'avoir une base de données avec beaucoup d'exemples différents hein, leur permet par exemple d'aborder les stéréotypes sans nécessairement que ce soit les stéréotypes de ce pays. D'aller voir ce qui se passe en Roumanie ou d'aller voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, etc. Donc ils retrouvent de l'agency autrement, mais à leur niveau en quelque sorte, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas tellement hein, de degrés de liberté, mais ça leur rajoute des degrés de liberté, me semble-t-il. Ce qu'on sait, c'est que, et ça c'est pas cette recherche-là qui l'a montré, hein, mais d'autres recherches, dans toutes ces nouvelles postures hein, dont on parlait, la seule qu'ils adoptent vraiment avec facilité, c'est celle-là. C'est l'utilisation de ces nouveaux manuels, parce que c'est ce dont il manque le plus, parce que ça leur permet de changer leur contenu, on va dire, à 10% par an. Donc renouveler, etc., répondre à certaines questions stressantes. Et donc la posture qui sont la plus prête à adopter, à part celle de transmettre les contenus du programme, c'est la posture de facilitateur. Créateurs, designers, etc., ils ne se sentent pas en confiance, ils ne sont pas assez formés pour y aller. Et ils sont par contre prêts à déléguer cette confiance à un certain nombre de collègues qui, eux, y vont. C'est un peu ça qui se passe. Et ça remet tout au cœur de la confiance, hein, légitimité et confiance. Hein. Et quand ils ne se sentent pas professionnels, eh bien, ils ne vont pas aller se sentir capables d'aller parler avec Facebook hein, ou d'aller parler avec un journaliste. Hein. Il faut aussi qu'ils sauvent la face hein, devant les jeunes, surtout ceux qui disent qu'ils savent, etc., qui ont l'impression qu'ils manipulent beaucoup mieux les médias sociaux et la technologie qu'eux. Sauver la face, c'est très important pour tout le monde. Hein. Il faut sauver la face des élèves, mais il faut sauver la sienne aussi. Donc, et ça passe par se sentir en confiance et se sentir capable de soi-même. Voilà. Mais on va y arriver, on va y arriver. C'est notre espoir, merci beaucoup. Merci.